Beyonce has been a supporter of mine. Was that because of Rihanna? Was that because of Rihanna? I mean, that's what the statement said, right? Okay, so what's this next sneaker? I didn't know like ahead of time that it wouldn't be any singles or visuals. I didn't know none of that. But I knew that it was going to be the 5-album thing, and they wanted mine to be last. He wanted mine to be, you know, the biggest. Like... Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Et selon vous, qui est actuellement la femme la plus sexy sur Terre? Dites-le moi dans les commentaires, parce qu'aujourd'hui on va revenir sur la carrière de celle qui est officiellement la femme la plus sexy. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Teyana Taylor. Real ass nigga. I feel it. Fuck, can you feel that? Gave it up to somebody who didn't deserve my body. Elle est dans le game depuis plus de 15 ans avec absolument toutes les casquettes, à savoir chanteuse, chorégraphe, réalisatrice. Et quelques mois seulement après avoir décidé, parce qu'elle était vraiment à bout de nerfs, d'arrêter sa carrière musicale. Everything is a relationship, you know what I'm saying? And you can be in love one day and then you can be out of love some years down the line. And that's where I am with music. I just don't love I don't love it no more in regards to everything that it come with. Teyana Taylor a été élue femme la plus sexy au monde par le magazine Maxim et c'est la première femme noire à avoir ces distinctions. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui est la femme la plus sexy au monde par les vieux gros libidineux de Maxim en fait. Et c'est vrai, oui, je partage votre avis, ça n'a pas vraiment d'importance. Surtout que je ne sais pas si je suis le seul, mais moi j'ai souvent remarqué que dans ces genres de magazines, dans ce genre de classement, les personnes qui sont appelées pour faire le listing, elles-mêmes sont rarement sexy quoi. Non, plus sérieusement, l'annonce de Maxime n'aurait pas eu de grande importance si on parlait effectivement d'une autre chanteuse. Mais dans la carrière de Teyana Taylor, elle a tellement été remise en cause sur sa féminité que le fait d'arriver 15 ans après à être élue la femme la plus sexy au monde, ça a de la valeur parce qu'elle passe de la bagarreuse garçon manqué qui était prête à tout pour défendre son ami Chris Brown. Envers et contre tout ce qui a notamment mené au clash avec Rihanna. Rihanna avait quand même eu beaucoup d'audace ce jour-là, la définition même du toupet, mais ce qui est donc central, c'est l'évolution de l'image de Teyana Taylor, et paradoxalement aussi, le fait que malgré tout ça, elle reste hyper frustrée. Elle est frustrée parce que même si elle a été soutenue par Pharrell Williams, même si elle a été en quelque sorte propulsée par Kanye West, sa carrière n'a jamais atteint les sommets qu'elle espérait atteindre. Selon moi, c'est parce qu'il y a eu plusieurs couacs, et d'ailleurs moi-même au fil de cette vidéo, je vais vous montrer que mon avis sur elle a progressivement évolué. Parce que la manière dont elle est entrée dans le game, la manière dont on l'a présentée, la manière dont elle se clashait avec quasiment tout le monde, au début je me disais qu'elle était quand même sacrément relou, mais les petites pièces qui ont fait le lancement de sa carrière sont aussi à l'origine de cette frustration qu'elle a actuellement. C'est-à-dire que quelque part, si elle se plaint autant de l'industrie du disque, tout vient de la base. Artists get signed to a label, they got stylists, they got choreographers, they got all the producers that they need. Everything is literally like right there. And then you have me, where I'm my stylist, I'm my choreographer, I'm my director, I'm my everything that, so it's like y'all save money in so many different areas. So why don't you take that money and actually put it into some motherfucking marketing? Beyoncé et Jay-Z l'aiment beaucoup et ont soutenu son travail à plusieurs reprises. Janet Jackson l'a quasiment adoubé, mais ça n'a toujours pas pris pour Teyana Taylor. On va essayer de savoir comment, pourquoi. Est-ce que c'est parce que Kanye West ne l'a pas assez soutenu? Est-ce que c'est parce que, comme elle le dit, Def Jam ne sait absolument pas gérer sa carrière depuis quasiment 15 ans? Est-ce que c'est parce que de l'autre côté, comme certains pensent, elle avait une image beaucoup trop masculine pour pouvoir se battre avec des pop stars de premier plan, ou alors un son trop R&B 90s, parce que certaines personnes parlent d'elle en disant a 90s tribute act. Ça veut dire qu'une chanteuse en gros qui ne fait que rendre hommage au R&B des années 90. C'est ce qu'on va essayer de démêler dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et c'est le début. C'est ce clip de Beyoncé, Ring the Alarm, qui n'avait pas d'ailleurs été très apprécié à sa sortie. Il y avait eu pas mal de polémiques autour, mais c'est bien ce clip de Beyoncé qui va changer la vie de Teyana Taylor. À l'époque, elle n'a que 15 ans, elle vit à Harlem, elle chante, elle danse, mais elle n'a pas encore d'identité. Personne ne sait qui elle est, jusqu'au jour où l'une des plus grosses stars de la R&B pop de l'époque l'appelle pour faire la chorégraphie de ce clip. Beyoncé has been a supporter of mine. She
pretty much watched me grow up. Alors je sais que certains vont me dire qu'il n'y a pas de chorégraphie dans ce clip, mais s'il y en a une, et c'est Tiana qui n'a que 16 ans qui l'a fait. Dans la même période, elle va tomber sur Pharrell Williams qui cherche une nouvelle artiste sur son label Star Trek. Ils sont un peu en perte de vitesse à l'époque. Il la rencontre et lui pose la question, est-ce que tu sais faire des chorégraphies? Elle lui dit oui. Mais je ne sais pas que faire des chorégraphies en fait, frère. Je sais produire, je sais écrire, je sais rapper. Et si tu m'amènes la fille Ciara là en battle de danse, je la ratatine parce que Tiana a grandement confiance. Elle réussit à convaincre et à séduire Pharrell artistiquement et les deux se lancent dans une aventure parce qu'il la signe sur son label. Maintenant, il faut penser à la manière de présenter Teyana Taylor au public et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, à savoir l'idée qu'ils ont eue. À l'époque, on a bien sûr la grande télé-réalité qui pour moi va vraiment changer l'industrie du disque, à savoir Paris Hilton et Nicole Richie. Bon, c'est devenu hyper vulgarisé aujourd'hui, mais à l'époque c'était assez rare, voire même un peu instructif de voir deux jeunes filles super riches qui ont toujours vécu dans une certaine opulence, essayer de s'adapter à des moments de vie qui semblaient plus ou moins normaux pour nous et qui pourraient ressembler à la Troisième Guerre mondiale. Ajoutez à ça le fait qu'elles avaient des répliques cinglantes et semblaient ne pas être très intelligentes, ça a fait mouche et le public a regardé en masse. De fait, MTV, qui était la chaîne plus ou moins jeune par excellence de l'époque, s'est dit il nous faut la même version. Si les gens aiment autant voir les riches dépenser un argent qu'eux ils n'auront jamais, pourquoi on ne leur ferait pas voir comment les enfants de riches dépensent eux aussi pour leur 16e anniversaire? Vu qu'ils sont maso, ils vont forcément adhérer et ça a donc donné l'émission Sweet 16. Oh my god, I still want a Range Rover. Mon incroyable anniversaire et le principe était plus ou moins le même, c'est-à-dire qu'un jeune ou une jeune de 16 ans doit fêter leur 16e anniversaire, les parents dépensent énormément d'argent pour leur faire plaisir. Ce ne sont pas forcément des célébrités, mais ce sont des gens qui ont de l'argent. Je me rappelle d'un père qui avait signé un chèque de 250 000 $ pour la soirée d'anniversaire de sa fille, c'est-à-dire que c'est monstrueux. Et surtout ces enfants-là, pour la plupart d'entre eux, et là c'est un avis personnel, sont absolument imbuvables, arrogants, ils parlent très mal à leurs parents qui signent les chèques-là. Et nous les regardions, surtout sachant chez qui nous vivions, nous les regardions avec beaucoup de stupéfaction. That car is dope. I thought she was gonna get like a Honda or something. I just got a party for my 50s. I didn't get a car. Happy birthday. No! What the hell? I want my car now! Oh, Mom! Toujours est-il que l'émission a cartonné, on a commencé à voir quelques artistes plus ou moins confirmés mais jeunes qui sont passés là-dedans, à savoir Bow Wow, Chris Brown. Et de fait, Pharrell et son label vont se dire le meilleur moyen d'introduire Teyana Taylor auprès du public, c'est de la faire passer dans mon incroyable anniversaire et elle va avoir donc son épisode. I was so surprised. I wasn't expecting a car. Le paradoxe de cette idée que je critique depuis quasiment 10 ans aujourd'hui, c'est qu'en réalité, Teyana Taylor vient d'une famille assez modeste. Sa mère s'est battue pour la faire arriver là où on en est arrivé, mais elle n'a rien eu vraiment d'acquis en fait. Et le concept de l'émission, c'est l'inverse, c'est que tu as tout d'acquis, tes parents sont super riches, et c'est exactement ce qu'elle va venir montrer au public. Elle a tous les gros producteurs, Pharrell est là, elle est hyper riche, et franchement pour moi, et c'est comme ça que je l'ai découverte, c'est la première fois que je l'ai vue dans cet épisode de mon incroyable anniversaire. Je vais le dire de la manière la plus honnête possible selon moi, pour moi elle était insupportable en fait, elle était vraiment hyper capricieuse, et je me rappelle que je m'étais dit en regardant ça que elle fera jamais carrière, elle se comporte comme quelqu'un de totalement déluré. Et le truc que Pharrell et son label n'avaient pas compris, c'est que quand tu étais un artiste confirmé comme Chris Brown ou Bow Wow qui avait déjà fait ses preuves, c'était normal de venir afficher que tu es riche parce que les gens comprennent que tu as bossé pour en arriver là. Mais les autres enfants de petites grosses stars qui fêtaient leurs anniversaires et qu'on ne connaissait pas, la plupart des gens avaient le seum de les regarder. Ils les regardaient pas parce qu'ils les aimaient, ils les regardaient parce qu'ils avaient le seum. Et donc de fait, quand ils ont vu Teyana Taylor se comporter comme ça, en leur expliquant qu'elle était déjà une superstar de la musique alors qu'elle venait à peine de commencer, qu'elle expliquait qu'elle représentait Harlem et ce genre de choses, tu représentes la rue, le ghetto, le hood, et c'est toi qui fêtes ton anniversaire à mon incroyable anniversaire, ils ont eu le seum. Mais le seum à la maison. Et ce paradoxe-là s'est tout de suite fait sentir. C'est-à-dire que sur la toile, quand ils en ont commencé à démarcher Teyana Taylor en tant que chanteuse, les gens ne l'appréciaient pas en fait. Les gens ne l'appréciaient tellement pas qu'ils ont trouvé l'idée de se dire que comme on ne l'apprécie pas, on va jouer sur ce côté un peu orthodoxe du game. La meuf du ghetto qui a toujours été populaire, qui est plus ou moins connue par les célébrités. Je suis un peu underground. Meuf, tu n'as que 17 ans. Effectivement, tu as fait une chorégraphie de Beyoncé, mais tu n'as que 17 ans. Tu n'es pas encore all that. C'est ce que les gens vont remarquer, mais eux, ils vont insister dans cette idée-là. Et son premier single était la chanson qui s'appelait Google Me.
La première fois que j'ai écouté Google Me, j'ai eu envie de violence, mais je savais que je ne suis pas fort, donc du coup voilà, parce que je voulais quand même lui foutre une petite claque en fait, parce que je m'étais dit que meuf, on ne te connaît pas, ton premier single c'est taper mon nom sur internet, imprimer, je suis une star, je suis une célébrité, tout le monde parle de moi, ces pétasses aimeraient être moi. Au-delà du fait que le titre est produit par Jay-Z Faye, donc elle venait un peu sur les plates-bandes de Ciara et qui n'était pas non plus hyper efficace pour 2008, en réalité ce qu'il voulait faire c'était pousser jusqu'au bout le personnage de la meuf un peu détestable, super riche, un peu au-dessus des autres en se disant que ça va continuer à marcher parce que les gens regardent l'émission Mon Incroyable Anniversaire, donc de fait ils vont être attirés par soutenir ça. Mais comme je vous l'ai expliqué, les gens n'aimaient pas les ados de Mon Incroyable Anniversaire et de l'autre côté, Teyana Taylor avait une fois encore une immense dichotomie, c'est-à-dire qu'elle jouait à la fois sur la fille d'Harlem, très très ghetto, très très rude, qui veut y arriver, et de l'autre côté, elle avait cette image de la fille qui est déjà arrivée et qu'on doit déjà soutenir parce que tout le monde la connaît. Ce n'était pas logique et c'était la mauvaise manière même de répondre aux critiques qu'elle avait eues sur son passage dans Mon Incroyable Anniversaire. Donc ce lancement-là a été foiré et très rapidement, Pharrell va se distancer du projet. C'est-à-dire que les chansons produites par Pharrell vont leaker, mais ils ne vont plus les sortir officiellement. Il va y avoir plein de titres qui vont filtrer avec Missy Elliott, avec Lil Kim. C'est-à-dire que l'album était déjà quasiment prêt avec vraiment cette structure autour de Harlem, mais de l'autre côté, le public ne va pas accrocher et très rapidement, elle va faire plusieurs annonces. Il va y avoir plein de petits trucs qui vont sortir, mais ils vont l'annuler parce qu'il n'y avait plus de connexion. Et finalement, Pharrell qui était venu l'aider dans Mon Incroyable Anniversaire va lui dire que c'est vrai que tu es une superstar, tu es une célébrité, mais bon, tu seras superstar et célébrité de l'autre côté de la porte. Quand elle quitte Pharrell, elle a deux choses, à savoir qu'on commence un peu plus à savoir qui elle est, parce qu'elle a fait pas mal d'apparitions ici par là et qu'elle commence à sortir des singles, donc c'est une chanteuse de R&B montante, mais de l'autre côté, tout le monde sait qu'elle est hyper capricieuse parce qu'elle est passée dans cette émission-là. Et le troisième truc qui était assez injuste, c'est le fait qu'on lui renvoyait tout le temps sa masculinité, c'est-à-dire qu'on lui disait tout le temps qu'elle n'est pas assez féminine, on disait même qu'elle était lesbienne et elle avait été obligée quelque part de réagir à ça en disant « Moi je suis vierge, j'ai jamais eu de relation sexuelle et j'aimerais me concentrer sur ma musique. » Mais dès ce moment-là, le public a un rapport assez particulier avec son image qui ne va pas s'arranger au fil des mois. Pourquoi? Parce qu'elle doit bien sûr sortir ce fameux album. Pharrell l'a viré, mais elle travaille avec d'autres producteurs et un jour dans une session sur Ustream, elle fait écouter une chanson qui s'appelle Smooches, un titre produit par Bangladesh. Ça va vous faire penser au Diva de Beyoncé ou alors Millie de Lil Wayne. Le titre était censé être le nouveau premier single de son album en 2009 et simplement quelques semaines après ce fameux Ustream où on a entendu la chanson, elle disait que Gucci Mane était censé être en featuring, bah Kelly Rowland fait leaker une chanson et en fait c'est la même chanson, c'est toujours Smooches. Teyana va entrer dans une rage folle. Elle va se déchaîner sur Kelly sur Twitter en disant que Kelly lui a volé la chanson. Mais en réalité, Kelly va déclarer dans une interview quelques mois plus tard que non. Moi, j'ai juste enregistré le titre, il a filtré et le problème, c'était bien sûr le producteur Bangladesh. Bangladesh avait passé le titre aux deux chanteuses qui ne se connaissaient pas. Elles ont toutes les deux posé dessus. La version de Kelly a leaké alors que Teyana voulait le sortir en single et Teyana va très mal le vivre parce que pour elle, c'était censé être le hit de son album en fait. Elle était déjà en train de payer des rappeurs pour poser dessus, pour l'envoyer aux radios en indépendant et lorsque la version de Kelly Rowland qui est beaucoup plus connue qu'elle va leaker, bah en fait les gens vont commencer à connaître la chanson avec une autre chanteuse plus populaire, plus en vue et ça va énormément la frustrer et donc retarder une fois encore le lancement de son premier album jusqu'au jour où elle va recevoir un coup de fil, à savoir Kanye West qui est en train de finir un album, My Beautiful Dark Fantasy. Il l'appelle, c'est quelques jours simplement avant que l'album ne soit bouclé, il lui dit viens, j'ai 2-3 trucs sur lesquels j'aimerais que tu poses et elle va donc poser sur plusieurs titres de l'album même si elle n'est pas forcément créditée comme ici. Le fait d'avoir collaboré avec Kanye West sur cet album-là va être extrêmement important pour elle parce que c'est un gage de qualité. L'album est apprécié par la critique, c'est une superstar, il se vend très bien. Donc de fait, elle reprend du poil de la bête et elle se remet à écrire des chansons. Et surtout, son meilleur ami de l'époque, c'est bien sûr Chris Brown. Chris Brown et elle se connaissent depuis plusieurs années, mais ils vont beaucoup se rapprocher du moins publiquement suite à ce qui s'est passé entre Chris Brown et Rihanna. Teyana Taylor va devenir l'avocate officielle de Chris Brown, c'est-à-dire qu'elle va dire à quel point effectivement c'est quelqu'un de bien, qu'elle n'a plus ou moins rien contre Rihanna, mais Chris Brown a le droit de continuer sa carrière, il est hyper talentueux, elle coécrit un titre pour lui qui s'appelle So Cold.
Ils sont extrêmement proches à l'époque. Ils envisagent même de créer un groupe quand l'album Graffiti flop, parce que cette période-là est vraiment dure mentalement pour Chris Brown. Quand Graffiti flop, il envisage de créer un groupe avec Teyana Taylor et 3 autres chanteurs. C'était le groupe Ugly. Finalement, ce projet de groupe-là va être avorté, mais j'attire votre attention sur le fait qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui en fait. À l'époque, il y a quand même beaucoup de questionnements autour de Chris Brown et de sa carrière. Au moment où Teyana Taylor vraiment le défend partout, elle-même n'est pas totalement assise et ça peut aussi être risqué pour elle en fait. Mais elle aime son gars et il paraît même qu'une fois lors d'une session de studio à New York, elle se trouve avec une autre chanteuse qui critique Chris Brown. Elle lui aurait demandé d'arrêter et la chanteuse aurait continué et Teyana se serait tellement énervée qu'elle a fait comme Chris Brown en fait. C'est-à-dire qu'elle se serait mise à frapper la chanteuse d'elle-même pour défendre son ami. Mais cette période est malgré tout très importante pour elle artistiquement parce qu'au début, elle parlait un peu de tout et de n'importe quoi. Elle expliquait qu'elle voulait faire du rock harlemien, du hip-hop harlemien, du hip-hop rock. Des fois, je l'écoutais parler, je me disais mais en fait, il y a un truc qui va pas. Sauf que à partir de 2011-2012, elle a commencé à beaucoup assumer ses influences. Elle chantait tout le temps du Brandy dans ses stories, du Toni Braxton. The more I see you, the more that it becomes so true. There ain't no other for me. Du Janet, et fatalement, après avoir commencé à travailler avec Kanye West, elle va réussir à se penser artistiquement et sortir la mixtape qui pour moi va totalement la crédibiliser, à savoir The Misunderstood of Teyana Taylor. Le titre était bien sûr une référence à Lauryn Hill et le premier single était en compagnie de Wale avec beaucoup d'influence de Janet. C'est à partir de là que j'ai complètement changé mon avis sur elle artistiquement. Depuis le départ, je me disais, mais cette fille-là, elle va tellement dans tous les sens. Elle est toujours dans les petits soucis de tel ou de tel. Et quand je l'ai écoutée sur cette mix, je me suis dit non. Elle commence à comprendre, il y a une identité. Elle se débrouille pour pouvoir se créer sa propre voix. Et en plus, Kanye semble l'avoir compris parce que c'est à ce moment-là qu'il a fait venir sur Cruel Summer. Et que finalement, donc, il officialise sa signature chez Good Music et donc par conséquent, qu'elle devient une artiste Def Jam. Elle commence vraiment à assumer ses influences, à entamer aussi un petit changement d'image et un jour elle poste sur Instagram une reprise d'Anita Baker. We met, I always knew I would feel that magic for you on my mind constantly. Quelques heures plus tard, une chanteuse qui a beaucoup plus de succès qu'elle, qui s'appelle donc Rihanna, mais qui ne semble pas avoir oublié le fait qu'elle était très en phase à soutenir Chris Brown. Même si à l'époque elle s'était déjà réconciliée avec Chris Brown en fait. C'est bien après, nous sommes en 2013. Mais Rihanna ne semble pas pardonner à Teyana Taylor ou alors a envie de la piquer. Et donc de fait, elle reposte son propre coiffeur qui parodie la reprise de Teyana Taylor. My mind constantly in your arms is where you should be. J'aimais beaucoup cette période où Rihanna était très active sur Twitter parce qu'effectivement elle faisait le show, mais à chaque fois qu'elle se permettait de critiquer les vocals de certaines chanteuses, bon Ciara, tout le monde le fait, donc à la limite je m'étais dit, mais se permettre de critiquer les acapellas de Teyana Taylor quand tu es Rihanna, vocalement, on ne parle pas de vendre, mais vocalement c'était quand même très audacieux. L'hôpital qui se fout de la charité en pleine guerre du Golfe, et ça bien sûr Teyana Taylor l'a mal pris, elle s'est mise à lui écrire que Petit, tu m'envoies des pics, tu sais qu'on se connaît dans la vraie vie, sache que si je te croise le match pourrait repartir, et pas mal d'autres amabilités. Et Rihanna de son côté a répliqué en comparant leurs deux fortunes, c'est-à-dire qu'elle a posté une capture d'écran où on voyait que Teyana Taylor avait $500 dans son compte en banque et elle 90 millions de dollars. Rihanna va aussi lui dire, je ne veux pas te faire de la pub, donc je ne vais pas te citer. Si tu veux que je parle de toi, tu veux que je te réponde, il faudra me payer. Alors comme je l'ai dit, moi j'ai beaucoup aimé cette période de Rihanna, un peu gangsta sur Twitter. Elle tirait un peu sur tout ce qui bougeait. Et s'il fallait même choisir, moi je ne suis pas forcément dans l'attente d'un album d'elle. Mais si elle pouvait rouvrir son compte Twitter et tweeter sur l'actualité, je serais plutôt partisan et grand supporter de cette option. Toutefois, dans cet épisode-là précisément, j'avais trouvé qu'elle avait joué d'un excès de zèle. À savoir que même quand Teyana Taylor soutenait Chris Brown, bien sûr qu'elle était déchaînée pour son Chris Brown, mais elle n'a jamais justifié l'acte de Chris Brown en fait. Elle soutenait le fait que Chris Brown se soit repenti et a envie de faire carrière, et ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'au moment où elles ont cet échange, l'affaire est plus ou moins passée en fait, parce que Chris Brown et Rihanna se sont réconciliés, et elle lui dit même des choses assez salaces sur le fameux birthday cake. Du coup, quand elle, dont la voix avait apparemment la grippe aviaire, quand il fallait défendre ses fameux tubes en live, vient comme ça se moquer de Teyana Taylor et qu'elle justifiait en disant que moi je ne vais pas te faire de la pub, bah en fait Teyana Taylor ne lui avait rien demandé en fait. Teyana Taylor a essayé de se défendre quand elle a vu que Rihanna se moquait plus ou moins d'elle publiquement, et le truc qui m'a paru vraiment injuste dans cette affaire, c'est le fait qu'au final, quand elle s'est défendue, comme elle avait été un peu violente et qu'elle avait plus ou moins sous-entendu qu'elle était prête à
frapper Rihanna, bah en fait alors qu'elle n'avait rien initié, ça s'est retourné contre elle. Elle était devenue l'égérie d'Adidas et ils vont rompre son contrat. Donc, Was that because of Rihanna? Was that because of Rihanna? I mean, that's what the statement said, right? Okay, so what's this next sneaker? dans cette histoire, il y avait quand même un 2 poids 2 mesures, à savoir que c'est Rihanna qui a attaqué, Tiana a essayé de se défendre, et comme Tiana n'était pas grand chose, et Rihanna savait très bien que bon, moi je ne risque rien, c'est Tiana qui a perdu, et qui a perdu l'un de ses plus gros contrats de pub pour Adidas. Mais elle ne va pas se démonter, elle ne va pas se laisser déconcentrer, et elle va continuer de promettre ce fameux premier album. Le truc qui se passe, c'est que Def Jam n'y croit pas. Kanye lui-même, il y croit sans y croire, c'est-à-dire qu'il a signé la petite, la trouve talentueuse, mais il n'est pas non plus à fond derrière elle. Donc c'est elle qui doit penser son projet, c'est elle qui doit la mener, et Def Jam a aussi des raisons de ne pas croire parce que, souvenez-vous, nous sommes en 2013-2014, les chanteuses de R&B sont dans le trou. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos pourquoi ça se passe comme ça dans cette période-là. C'est la période transitoire entre la fin des On The Flory et le début de la trap. C'est beaucoup plus dur pour les chanteuses R&B spécifiquement dans cette période-là parce que je vous ai expliqué que en 2010 ça n'était pas aussi dur. Pourquoi? Parce que quand les gens sont passés aux On The Flory, celles qui étaient très R&B, à savoir les Monica, Marsha Bridges, se sont maintenues en fait. Là, la conjecture R&B féminine est compliquée. Def Jam n'a pas de grand espoir, mais Tiana Taylor va réussir à surprendre tout le monde. C'est-à-dire qu'en quelques mois seulement, elle va réussir à faire évoluer cette image. Elle était depuis le début traitée de garçon manqué, je vous ai expliqué, lesbienne, plein de choses qui étaient plus ou moins vues de façon négative pour certains. Donc il l'attaquait avec ça et elle va essayer d'avoir ce côté beaucoup plus sexy, beaucoup plus sensuel pour la sortie de l'album. Et surtout l'album Seven quand il va sortir, il avait été repoussé des dizaines de fois. Donc on n'en attendait pas grand chose, on se disait bon voilà, elle va sortir son album. Et quand on va l'écouter, je pense que beaucoup de fans de R&B qui sont en train de regarder cette vidéo se rappellent, on a tous été en mode she did that. Alors pour vous le décrire de manière assez simple, c'est une espèce d'album de R&B très dark, très sensuel et sexuel, parfois un peu explicite, et qui tire ses références effectivement du R&B 90s. C'est-à-dire que si vous voulez un petit truc de Lauryn Hill, vous avez ça sur Out of My League. Beaucoup de Brandy dans cette chanson-ci. Chris Brown était aussi en featuring sur le fameux Do Not Disturb. Ce fut vraiment une belle surprise cet album, et pour moi qui avait eu pas mal de démos du premier disque qui allait un peu dans tous les sens, là elle s'était trouvée et ça méritait même les 7 ans d'absence. Le problème qui se pose c'est simple, la première chose c'est que Def Jam n'y croit vraiment pas. Ils l'ont signé parce que c'était Kanye West n'est pas non plus à fond sur le projet. De l'autre côté la scène est très peu perméable aux chanteuses R&B, et la troisième chose qui est extrêmement gênante pour elle c'est que entre le moment où elle a annoncé son album, entre le moment où il y a eu le fameux Mon Incroyable Anniversaire et le moment où l'album sort, elle a dû changer de direction artistique au moins 8 fois en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore trouvé son public, et donc en exploitant l'album sur le long terme, elle aurait plus ou moins pu le faire, sauf qu'il ne va y avoir bien sûr qu'un single, et quand ce single Maybe, même s'il va avoir quelques diffusions, ne va pas permettre à l'album d'exploser, Def Jam va mettre fin à l'exploitation, mais le bouche à oreille va faire que d'un coup, elle va commencer à avoir un regard un peu différent chez les fans de R&B, même si pour moi c'est aussi là qu'il va se poser une seconde dichotomie, mais elle va d'abord encore nous faire plaisir avec une autre mixtape très inspirée des années 90, très dans la mouvance du milieu de cette époque-là, à savoir Aaliyah, Escape, et le premier single c'était ça. Le projet s'appelle The Cassette Tape. Il était assez cohérent, mais je pense que à ce moment-là, elle va commencer à avoir effectivement un petit socle de fans de R&B qui vont commencer à la suivre. Mais de l'autre côté, elle ne va pas réussir à convaincre beaucoup de gens. Et je pense d'ailleurs que c'est toujours son problème actuel. En fait, l'image de Tiana Taylor du début était trop ancrée dans le cerveau des gens pour aller même écouter ce qu'elle fait en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui seraient tout à fait prêts à adorer ce qu'elle fait, parce que souvent ça sonne même comme du Lauryn Hill, comme du Jasmine Sullivan sur pas mal de titres de Seven, mais qui ne voit pas la cohérence entre l'image qu'elle vend et la musique qu'elle fait. Et ce truc-là va empirer lorsque le monde entier va la découvrir sous le fameux Fade de Kanye West. I just fade away. Ça va être le gros hit mainstream de sa carrière, parce que là beaucoup de gens vont la découvrir, et c'était aussi une sorte de revanche en fait, c'est-à-dire que avant on la critiquait beaucoup sur sa plastique, là tout le monde va être admiratif de son corps, de sa manière de danser, de son style. Elle va devenir d'un coup un personnage plus ou moins mainstream. En plus là elle se marie, elle a un couple plus ou moins hit qu'elle peut vendre à la presse américaine, et c'est ce qu'elle commence plus ou moins à faire. Le seul truc qui lui manque véritablement au niveau de la musique, c'est qu'elle a structuré sa carrière
carrière sur un son et une identité très référencée d'une certaine période de la musique, à savoir les années 90. Moi, je la comprends. Beaucoup d'autres personnes qui sont plus ou moins fans de R&B la comprennent. Mais comme je vous l'ai expliqué, dans les personnes qui pourraient la comprendre, il y en a beaucoup qui n'iront pas l'écouter à cause de son image. Et de l'autre côté, il y en a beaucoup qui se diront, moi j'ai déjà les originaux, je ne vais pas aller écouter ce qu'elle a refait à sa sauce 2010 en fait. C'est un peu ça qu'ils se disent. Mais pour l'étendre sur la scène mainstream de 2016, il faut qu'elle réussisse à toucher le public de 2016 en fait. Donc pour Teyana Taylor en 2016, l'équation est à la fois simple et compliquée. C'est-à-dire qu'il faut le hit mainstream qui va permettre aux gens de savoir qui elle est sans changer son contenu en lui-même, parce que c'est ce qui lui crée une petite fanbase. Et je me rappelle que je souriais beaucoup à l'époque en la voyant parce que c'est un truc qui peut paraître simple comme ça parce que c'est une chanson, mais c'est dur. Et la première personne à laquelle elle va penser, c'est bien sûr Chris Brown sur le titre qui s'appelait Freak On. Et Freak On, si vous l'écoutez, c'est du DJ Mustard, c'est-à-dire que ça arrive en 2016 et c'est déjà passé après tous les Loyal, après tous les Omarion. Elle arrive peut-être en 15e du carrosse pour se dire j'essaie de me coller à la tendance, mais on sait que ce n'est pas vraiment ce que elle aime. C'est parce qu'elle cherche à avoir le truc qui va faire en sorte que le grand public la connaisse pour pouvoir proposer son contenu derrière. La chanson qui pour moi était hyper générique va passer à la trappe. Et en fait, ce qui va se passer après Les Vies Aimées, c'est qu'elle ne va pas avoir beaucoup d'impact direct sur sa musique, vu qu'elle ne va pas proposer de musique. Ce qu'elle va avoir, c'est un statut. Les gens vont s'intéresser à elle, à sa vie, à son couple. Et de l'autre côté, Kanye va encore plus la prendre sur son aile pour pouvoir composer le second album quand il va réunir plusieurs artistes pour la fameuse série d'albums qui va sortir en 2018. Il faut savoir qu'à la base, c'était Kelly Rowland qui était censée être la chanteuse qui allait avoir l'album de R&B, c'est-à-dire que Kanye le lui a proposé, elle n'a pas voulu. Et c'est donc comme ça que Teyana Taylor va devenir la seule fille du crew à sortir les fameux albums lors de l'été, s'appelle donc Keep That Same Energy. En fait, cette sortie va être un véritable casse-tête, à savoir que Kanye a enregistré tous les albums dans le Wyoming. La plupart des rappeurs dont il a produit les albums sont allés le retrouver, mais Teyana Taylor n'est pas allé le retrouver. Ils ont travaillé chacun à distance. Elle pose les vocals, lui envoie le beat, elle écrit avec ses songwriters, elle modifie ceci, il lui renvoie, il modifie. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé chacun à distance. Jusqu'au jour où l'album était censé sortir. Et donc Teyana Taylor s'est rendue à la fameuse soirée d'écoute. Et quand elle est donc à la soirée d'écoute et qu'elle écoute son album, elle est d'abord frustrée d'une chose. Elle ne reconnaît pas effectivement les chansons qui étaient faites comme elle les a faites, à savoir que souvent, selon elle, elle avait des chansons de 5 minutes, de 7 minutes, parce qu'elle est une grande fan de Teena Marie, et c'est bien ce que je vous explique en fait, c'est-à-dire que elle est un peu très old school dans sa manière de voir la musique, et elle avait certainement pensé ces chansons comme ça, sauf que Kanye a réduit le truc, et son album ne faisait déjà que 23 minutes, ça l'a un peu blessé. Le pire est venu plus tard, c'est-à-dire que l'album était censé sortir à minuit aux États-Unis comme tous les albums, mais il y a eu plusieurs heures de retard. Pourquoi? Parce que Kanye n'avait pas fait valider tous les samples en fait. Il y avait plusieurs chansons de l'album qui avaient été utilisées avec des samples précis, notamment un sample de Lauryn Hill, mais Lauryn Hill n'avait pas été contactée et donc à la dernière minute certaines choses ont essayé d'être faites, elles n'ont pas été faites et l'album est sorti un peu de façon brutale avec ce qui deviendra un peu plus tard le single et son plus gros tube, ça. Pour être clair et juste, Teyana Taylor devait quasiment tout ce qui lui arrivait depuis 4-5 ans à Kanye West. C'est lui qui a fait en sorte qu'elle soit ses Def Jam, c'est lui qui a fait le clip de Fade, donc il l'a poussé pour qu'elle arrive à une certaine visibilité. Mais là, pour le coup, ça ressemblait à un plan marketing totalement foireux et qui a totalement foiré. Pourquoi? Parce que c'est une artiste de R&B. Déjà, eux, ils étaient 4 rappeurs qui étaient déjà plus ou moins établis. On n'avait pas besoin d'un nouvel album de Nas produit par Kanye West pour savoir qui est Nas en fait. En revanche, Teyana Taylor, c'était son second album et c'était hyper important pour elle qui voulait montrer qu'elle est une performeuse, qu'elle est plein de choses. Donc après ce premier album qui lui avait établi une petite fanbase R&B, elle se disait, je vais avec Kanye West, il a un public beaucoup plus mainstream, mais de l'autre côté, j'espère récupérer quelque chose en fait. Le fait de sortir déjà cet album là dans une sorte de cafouillage total était déjà un handicap, mais en plus lui imposer en second album un album de 23 minutes, c'est hyper dur pour une chanteuse comme elle qui s'adresse à un public comme le sien. Et d'ailleurs au début il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup aimé son premier album qui vont être très déçus de ce virage un peu avec Kanye West. Et le troisième truc c'est que Kanye West va dire que ces projets là n'ont pas besoin d'avoir de clip. Et là elle va devenir folle
Et avec raison en fait. Elle est une artiste en développement, elle a besoin que les gens voient ses clips, elle a besoin de l'imagerie, elle a besoin de live, elle a besoin de se faire connaître, alors que les autres sont des artistes établis en fait. Le fait de lui imposer le même schéma que les autres, de la part de Kanye West, était quand même hyper préjudiciable pour cet album. Elle s'en est énormément plaint. Pusha T a raconté en interview qu'elle a appelé en larmes, en gueulant, parce que bon, c'était une vraie frustration pour elle. When she heard her album. You know, T's just really passionate. Yo, my look! Yo! What you doing is you not listening to me. See, you like everybody else, you not listening either. And you say what? I'll be like, T, what are you talking about? Like, I'm riding with you. What's wrong, sis? You know doing that voice makes it... Finalement, quand même, elle a eu l'occasion de sortir certains clips, notamment donc le clip de Gonna Love Me, qu'elle va exploiter dans une version remix avec Ghostface Killah, Method Man et Raekwon. Et en fait, vous allez voir aussi bien le clip que les rappeurs invités, ça donne un titre que Mary J. Blige aurait pu sortir en 97 en fait. Tout est référencé sur cette période-là. Et c'est aussi là que ça m'a vraiment confirmé que Def Jam ne croyait pas du tout en elle en tant que chanteuse mainstream en fait. Parce que si le label croyait en elle en tant que chanteuse mainstream et c'était pas juste le truc de Kanye, ils auraient dit à Kanye non en fait. Il faut une promo un peu spéciale pour elle ou alors mettez-la en featuring sur chaque chanson de vos albums là avant. Comme ça quand son album arrive, il y a déjà un buzz. Il y avait plein de techniques pour pouvoir lui permettre de sortir en dernier et donc d'avoir tout ce qui s'est passé autour pour que ça la booste en fait. Là elle était vraiment la cinquième roue du carrosse, on balance le truc, elle l'a ressenti, ses fans l'ont ressenti, les ventes de première semaine ne sont pas ouf, même si elle va essayer de faire un peu de promo, ça se termine très vite et elle annonce déjà qu'elle va faire un album en commun avec Ty Dolla $ign et qu'elle va clipper cette fois là chaque chanson de l'album. Elle veut se rattraper et faire une sorte de mini-film. De l'autre côté, elle continue de jouer de son couple et je pense aussi que ce jeu qu'elle a de mettre sa vie familiale en avant et qu'elle va aussi mettre en exergue dans une télé-réalité n'aide pas forcément sa carrière musicale. C'est assez paradoxal parce que dans toutes les interviews de cette ère-là, de cet album-là, on ne faisait que lui parler de la chanson qui est très bonne d'ailleurs, Three-Way, où elle sample Cisco, mais personne ne lui en parlait sur le plan musical en fait. Tout le monde lui demandait pourquoi est-ce qu'elle veut ou aime faire des plans à trois avec son gars. Pour moi, même si cet album-là est largement moins bien que le premier, il aurait pu avoir un meilleur sort, surtout qu'il aurait pu se jouer en mode je pousse avec Kanye West pour avoir un autre public, essayer de toucher plus de gens. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle le décrit quand ses fans lui reprochaient cet album. Elle disait j'ai fait un album un peu différent pour essayer de toucher plus de public et revenir vers vous, revenir vous donner ce que vous aimez le plus. Donc il aurait pu jouer en sa faveur dans d'autres circonstances, mais Kanye, lui, voulait faire son album dans son projet de 5 albums là. Def Jam, eux, n'en avaient rien à foutre. Sa vie de famille et la pipolisation autour de sa vie de famille n'aide pas à l'appréciation de sa musique et je pense aussi que c'est parce qu'elle fait une musique qui est très 90s et qui n'intéresse pas forcément les gens qui lisent le people ou alors qui sont intéressés par sa plastique. Quand elle va revenir en 2020, elle va revenir avec ce single-ci qui s'appelle donc How Do You Want It et qui sample encore une fois une production de Diddy dans les années 90. Le clip est un hommage total aux 90s, des clips, les plans, ça va vous rappeler du LL Cool J, du Destiny Child et en plus c'est le fils de Diddy qui a appelé pour rapper. Il y a un sample de Curtis Mayfield aussi. Elle va sortir son 3e album en 2020. Elle va prouver au fil des années ses capacités de performeuse avec des hommages à Lil Kim, à Janet, et donc ce 3e album qu'elle sort, c'est en fait pour moi le second album qu'elle n'a pas pu sortir. C'est-à-dire qu'elle s'est dit dans sa tête, le truc de Kanye ne m'a servi à rien, donc il faut que je fasse un truc où je restructure ma façon d'aimer le R&B 90s là, et je me modernise un peu. En plus les 90s sont de nouveau à la mode, donc je vais ajouter pas mal de samples par-ci par-là sur des productions plus trap. Quand vous écoutez ses précédents projets, il n'y a quasiment pas de lien avec la trap. Elle commence à les faire de manière beaucoup plus active sur cet album-ci. Elle invite Kehlani sur Morning. Afin que tout le monde visualise, Teyana Taylor, à ce moment précis, est donc une chanteuse de R&B qui a une image hyper sexualisée. Donc beaucoup pourraient penser qu'effectivement, elle rivalise plutôt avec des pop stars comme Rihanna. Sauf que le son qu'elle fait en majorité s'adresse à des fans de R&B plus ou moins pur jus en fait. Et c'est hyper référencé dans cet aspect-là. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose et elle n'est pas la seule. Par exemple, Bruno Mars est un tribute act R&B qui l'assume totalement. Sauf que quand vous voyez une aire de Bruno Mars, c'est millimétré de la première à la dernière ligne en fait. Tout semble cohérent, tout
tout est huilé. Teyana Taylor, son malheur, c'est que depuis le début, il y a eu tellement de couacs au niveau de son image qu'elle-même ne se retrouve pas, alors qu'on voit très bien qu'en fait, son but est d'arriver à avoir l'air mainstream ou le tube mainstream qui lui permet d'exister sur la grande plateforme et de se dire ensuite, voici ce que je suis, d'imposer petit à petit des airs de plus en plus cohérents. C'est ce qu'elle était censée faire avec The Album, c'est pour ça qu'on retrouve Davido. Il y a un peu de tout dans cet album-là pour essayer de toucher à différents publics. Il va aussi y avoir différents clips, notamment celui pour un de mes préférés de l'album, à savoir Wake Up Love, où elle annonce sa grossesse. Mais malheureusement pour elle, l'album ne va pas réussir à vraiment résoudre cette problématique. Et surtout quand on voit les chiffres de première semaine, et j'avais été vraiment frappé par ça, on voit que son public R&B là reste absolument stable, mais qu'elle n'arrive pas à pousser plus loin en fait. Elle fait environ 18 000 en 2014 en première semaine, elle fait 26 000 en 2018, et en 2020 elle fait 32 000 en fait. Malgré cette exposition là, malgré la reconnaissance, elle a du mal à connecter, et son plus gros tube reste une chanson de R&B qui, encore une fois, je vous l'ai dit, ressemble très pour trait, et c'est totalement assumé à ce que Mary J. Blige aurait pu sortir en fait. Donc elle se sent frustrée, elle se sent d'autant plus frustrée que de l'autre côté, Def Jam n'a pas l'habitude de signer énormément de chanteuses de R&B depuis les années 2010 parce que ce n'est plus un genre hyper populaire, et en plus Teyana Taylor, ça n'a jamais été un truc qu'ils voulaient signer de ouf, je vous l'ai expliqué. Donc ils ne font pas grand chose pour elle, elle n'a pas non plus énormément d'événements, elle n'est pas non plus invitée au gros show. Eux vous diront que quand on voit les chiffres, on ne peut pas pousser beaucoup plus. De son côté, elle le vit comme une frustration, ce qui est tout à fait logique en fait. Elle se dit, regardez comment je fais quasiment tout seul, et eux, à part payer les clips, ils ne font rien pour moi. Et c'est donc comme ça que cette frustration est montée. C'est devenu petit à petit de la peine, de la douleur, et qu'elle a décidé donc d'arrêter sa carrière musicale et de partir. I don't love it no more in regards to everything that it come with. Il y a ce truc où elle est bien consciente que cette image hyper sexualisée lui a attiré beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à sa musique. D'ailleurs, dans son live, elle dit à un moment que vous êtes tous là à faire semblant de me soutenir, alors que je suis sûr que vous seriez incapable de citer une chanson de Teyana Taylor. Get on my fans too. I'm gonna get on my fans too. Because don't make it seem like, honestly, y'all do hype me up a lot and y'all do support me, but sometimes, baby, it don't really show. And y'all stop being fake, because half y'all motherfuckers don't even fuck with my music anyway. Some of y'all niggas ain't even ever probably heard a Teyana Taylor song, so stop. Parce qu'effectivement, encore une fois, ils sont tous intéressés par sa plastique, sa vie de couple, mais c'est pas la musique qu'eux ils écoutent. Et la rage principale, bien sûr, c'est contre Def Jam. Elle estime qu'elle est là depuis tellement d'années et qu'elle n'a jamais eu ce gros push qu'elle aurait aimé avoir. Elle se débrouille un peu comme une artiste indépendante, alors que c'est eux qui récoltent tous les lauriers en fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a que 10% de ses revenus, ce qui pourrait être bien si elle était poussée, à son avis, comme une artiste mainstream. Sauf que là, elle ne voit pas ce que le label lui apporte, et c'est donc pour ça qu'en réalité, je ne pense pas qu'elle veut vraiment arrêter la musique, mais je pense qu'elle veut faire pression sur Def Jam pour qu'il lui rende son contrat et qu'elle puisse devenir une artiste indépendante en fait. Ce qui pourrait être en réalité un idéal pour elle. C'est-à-dire que selon moi, elle devrait être libérée de Def Jam et aller en indépendant. Pourquoi en indépendant? Elle va gagner plus d'argent. On a vu lors de son clash avec Jeremiah qu'elle était capable de remplir des scènes parce qu'effectivement, elle a fait une tournée avec Jeremiah. Ça s'est plutôt mal passé parce que Jeremiah a un certain ego. Elle l'a copieusement insulté sur les réseaux sociaux, mais elle a rappelé que la majeure partie des gens sur scène venaient la voir elle à 80% et que Jeremiah n'avait pas un gros public. Et d'ailleurs ça s'est vérifié. Pourquoi? Parce que quand elle a annulé la tournée, elle a relancé la sienne derrière, et Jeremiah, qui a plus de tubes qu'elle, n'a pas pu continuer la tournée alors qu'il était censé être l'headliner. Ça veut dire qu'effectivement elle a sa petite fanbase avec laquelle elle peut très bien vivre en indépendant. Mais ce qui est aussi vrai de l'autre côté, c'est que sur cet album-ci, par exemple, The Album, elle a eu 7 clips et aucun des 7 clips n'a énormément buzzé pour la propulser en fait. Ça veut dire que malgré tout, et c'est compréhensible au vu de la musique qu'elle fait, elle a son marché de niche qui peut plus ou moins la soutenir et qui le fera très bien, et il y aura des rentabilités en indépendant, donc elle n'a plus forcément besoin de la grande machine. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que Teyana Taylor, si elle continue dans ce style de musique qui lui va très bien au demeurant, devienne Taylor Swift en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a un public de niche et ce n'est pas une mauvaise chose. À ce stade, effectivement, elle a plutôt raté ses tentatives d'aller ailleurs, grapper un public pour l'annexer à sa petite fondation, mais ce n'est pas très grave en réalité en fait. Si elle réussit à quitter Def Jam et à rester sur sa ligne, elle peut gagner quelque chose, et j'ai un gros regret avec elle et sa carrière, c'est qu'elle n'a pas vraiment réussi à développer cet aspect de performeuse d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de rendre des hommages en tant que performeuse, alors que c'est une fille qui chorégraphie des clips pour Beyoncé et pour Kanye West, c'est-à-dire qu'elle est capable de créer des trucs d'elle-même, mais sur ses clips et sur ses visuels, on ne retrouve pas encore cette très forte identité visuelle. C'est le moment de la travailler, de continuer à faire son petit treat act parce qu'il y a un public pour ça, et surtout d'essayer de garder une cohérence en fait. Ça ne marche pas toujours
toujours, mais on sait que l'incohérence totale ne marche jamais. Et quand la cohérence est très très bien réalisée, ça te donne du Jhenéaiko. Personnellement, je ne pense effectivement pas qu'elle va arrêter sa carrière. Je pense qu'elle va trouver un moyen de quitter Def Jam. Mais surtout, en fait, sur cette décennie, je pense qu'elle a un des meilleurs premiers albums de R&B féminin. Je parle de meilleurs premiers albums de R&B, en fait. C'est-à-dire que je ne parle pas de ceux qui sont déjà établis. Et je pense aussi que l'une des choses qui fait en sorte qu'elle a peut-être autant de mal à bien grappiller ce terrain-là, c'est que les personnes dont elle s'inspire beaucoup, là, Mary J. Blige, Brandy, Toni Braxton et tout, même si elles ne font plus le même score qu'avant, sont encore assez présentes dans la scène R&B en fait. C'est-à-dire que comme elle fait beaucoup calque, on voit tout de suite la référence et pour certains ça peut être repoussant, alors que par exemple quand Bruno Mars s'inspire de Charlie Wilson, ça fait déjà pas mal de temps et les gens n'ont pas forcément ce référentiel là en fait. Là elle s'adresse à un public de niche, un public d'initiés, et le fait que ce public de niche et d'initiés connaissent plus ou moins les références pour certains peut parfois à certains niveaux lui desservir, mais Seven est bien la preuve que quand on lui laisse sa chance, elle peut faire de très belles choses et j'espère que si elle se retrouve sur un label indé, elle saura repartir dans cette direction ou alors faire des projets assez concis comme le projet avec Ty Dolla $ign, un album quand même bien réalisé, tout clippé. Ça ne peut que booster à mon avis sa légitimité musicale chez ce public là. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse sur la carrière de la femme actuellement la plus sexy au monde pour Maxim Magazine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Teyana Taylor. Est-ce que pour vous c'est simplement un personnage people? Qu'est-ce que vous pensez de sa dispute avec Rihanna? Est-ce que vous saviez qu'elle était autant impliquée dans les chorégraphies pour les clips, notamment pour Beyoncé, ou alors que Jay-Z l'appelait Lil Swag? Que pensez-vous de son talent artistique? Pensez-vous qu'elle en a ou qu'elle en a pas du tout? Que pensez-vous de ses inspirations? Est-ce que vous trouvez qu'elle s'inspire trop des 90s comme mon meilleur ami qui n'en peut plus, il trouve que c'est too much? Ou alors est-ce que comme moi vous pensez que ça vous convient quoi et que je réussis quand même à voir sa patte? Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi aussi si vous pensez comme moi qu'elle devrait développer son style en termes de danse parce qu'effectivement on la voit beaucoup danser mais elle n'a pas encore ses pas mémorables, elle n'a pas encore cette chorégraphie iconique, c'est souvent repris des autres. Dites-moi si vous pensez que c'est un plan à améliorer, ce que vous pensez du fait qu'elle soutenait Chris Brown, est-ce que vous l'aviez vu à mon incroyable anniversaire et qu'en aviez-vous pensé à l'époque en fait pour ceux qui l'avaient vu. Et bien sûr dites-moi si vous pensez qu'elle doit arrêter sa carrière, si pour vous comme beaucoup le pensent ce sont des gamineries, elle est ingrate parce qu'elle a quand même un public alors qu'il y a plein d'artistes plus talentueux qu'elle qui n'ont pas le public, ou alors dites-moi si vous la comprenez, si vous comprenez cette frustration qu'elle a vis-à-vis de Kanye, de son label et de tout ce qui s'est passé dans sa carrière, même si encore une fois elle est aussi responsable en fait parce que comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, elle a fait avant, arrière, gauche, droite et elle-même quelque part elle a perdu les feux rouges et le public n'a pas suivi. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.